Bonsoir, bienvenue à Droix en région liégeoise dans un PSE, un centre pour la promotion de la santé à l'école. C'est ici que des centaines d'écoliers viennent chaque année passer la visite médicale. Ce soir, nous allons nous intéresser de près à la santé de nos enfants. Belma, Iman et Charlène. Au sommaire de cette émission, le débat entourant la vaccination est-elle toujours indispensable et sans risque? C'est ce que nous verrons. Nous étudierons aussi les allergies respiratoires ou alimentaires, des allergies dont le nombre explose. Nous tenterons de comprendre pourquoi. Voici le menu de cette émission. Depuis quelques années, les vaccins n'ont plus la cote. Non seulement ils seraient inefficaces, mais en plus, ils seraient dangereux pour notre santé. Je connais vraiment beaucoup plus de victimes que de gens dont la vie aurait forcément été sauvée par les vaccins. Le vaccin peut avoir des effets secondaires, il serait anormal de le nier. Mais bon, moi, il n'y a plus aucune aiguille qui va me traverser. Des théories qui conduisent à des situations incroyables. Certains parents, avec la complicité de leurs médecins, font de faux certificats médicaux pour éviter de vacciner leur enfant. J'ai des trucs qui se retournent quand je dois faire une piqûre à un enfant, en sachant tout ça. Résultat, des épidémies réapparaissent, comme la rougeole en France l'année passée. Il y a eu 15 000 personnes qui ont été touchées par la rougeole en France. Là-dessus, vous avez eu 700-750 personnes qui ont souffert de pneumonie sévère et il y a eu 6 morts. Alors les vaccins, protection ou poison, c'est notre première enquête de ce soir. Deuxième question, serons-nous tous bientôt allergiques? Il est devenu comme un lépreux. Il se grattait à sang de la nuit. On essaye de calmer l'enfant qui se gratte comme ça et qu'on dit non, non, arrête. Aujourd'hui, un Belge sur 3 souffre d'allergie, un chiffre étonnant et qui ne va pas cesser d'augmenter. L'Organisation mondiale de la santé prédit qu'entre 2030 et 2050, jusqu'à 50% de la population sera allergique dans certains pays. Des allergies face auxquelles les médecins sont parfois bien démunis, ce qui dirige certains patients vers des thérapies douteuses. Aujourd'hui, en Belgique, de nombreux vaccins sont offerts gratuitement aux jeunes patients. C'est le cas, par exemple, de celui contre le tétanos, la coqueluche ou encore la rougeole. Ces vaccins sont parfois administrés lors de la visite médicale, comme ici. L'utilité de ces vaccins est bien sûr évidente. Pourtant, depuis quelques années, certains groupes de pression dénoncent des dangers liés à la vaccination, notamment des effets secondaires indésirables. Ces groupes sont de plus en plus écoutés et certains Belges refusent désormais certains vaccins. Nous avons voulu faire toute la lumière sur ce débat brûlant, parfois franchement irrationnel. Les arguments des anti-vaccins sont-ils fondés? Tous les vaccins sont-ils vraiment nécessaires et sans danger? Les vaccins, protection ou poison? Voici l'enquête de Yannick Cardiek et Gérald Vandenberg. Depuis quelques années, le débat fait rage autour de ces aiguilles. De plus en plus de voix affirment haut et fort que les vaccins nuisent carrément à la santé. Les films chocs se multiplient sur Internet. Les médecins nous proposent plusieurs vaccins. Nous estimons être manipulés par ces lobbies pharmaceutiques et par le gouvernement. Ils jouent sur la peur et les images fortes pour tenter de nous convaincre que les vaccins sont tout simplement un poison. Et visiblement, ils sont de plus en plus écoutés. Dans les petits-enfants, certains n'ont pas été vaccinés, aucun vaccin. Ils sont beaucoup moins malades que les autres. Moi, il n'y a plus aucune aiguille qui va me traverser. Je travaille dans les légumes bio. Ce discours heurte de plein fouet l'image positive des vaccins qui, depuis 50 ans, sont présentés comme un des plus grands progrès de la médecine. Des milliers d'êtres seront maintenant préservés de cet épouvantable fléau, la poliomyélite. En tout cas, je conseille aux personnes qui ont des enfants de les vacciner. La vaccination sauve des vies. Les anti-vaccins n'y vont pas par 4 chemins. À leurs yeux, le vaccin n'a jamais sauvé la moindre vie. Je ne pense pas que le vaccin soit vraiment une solution au niveau du système immunitaire. Au contraire. Quelque part, c'est un langage qui me fait très mal. Qui me fait très mal parce que je sais les dégâts que ça peut causer. Quels sont les arguments des anti-vaccins pour rejeter toute injection? Sont-ils scientifiquement valables? Que répondent ceux qui estiment au contraire que les vaccins sauvent des vies? Nous allons tenter de démêler le vrai du faux. Mais partons d'abord d'une explication simple. Comment ça marche, un vaccin? Tout commence par une petite piqûre.
À l'intérieur de cette seringue, on retrouve un microbe que l'on a soit affaibli, soit tué pour qu'il ne puisse plus faire de dégâts. Dès que ce microbe passe notre peau, notre corps se défend. Il lance à l'attaque de l'intrus des globules blancs et autres soldats de l'organisme. Pour détruire l'agresseur, ils fabriqueront des armes spécifiques contre ce microbe. On les appelle les anticorps. Si plus tard dans la vie, le corps vacciné à droite rencontre à nouveau le microbe, il n'oubliera pas ce qu'il a déjà appris. Il sera en mesure de fabriquer rapidement les anticorps nécessaires pour tuer le microbe. Le corps non vacciné à gauche, lui, sera plus lent. Et face à la maladie, cette rapidité de réaction peut faire la différence entre la vie et la mort. Il y a 50 ans, le débat sur la vaccination n'existait pas. On faisait très peu d'injections en Belgique. On parlait bien d'un vaccin américain contre la polio, mais tout cela était vague et flou. En 1956, la famille Baudouin décide de quitter la Belgique pour aller s'installer au Congo. En chemin, lors d'une escale au Soudan, les 3 enfants vont contracter une terrible maladie. Et alors on m'a dit c'est la polio aussi. Et vers 11 heures, il n'a plus su respirer. Alors là, ça a été très vite. On l'a mis dans le poumon d'acier. C'est une chose horrible, ce poumon d'acier. Il n'y a que sa tête qui passait. Et l'infirmière, c'est comme des... Quand on met les bébés qui ne sont pas à terme... Oui. Les couveuses. Oui, une couveuse, donc c'est la même chose en gant. Elle a passé ses 2 mains, elle avait une grande aiguille. Elle le piquait partout. Et ça ne faisait rien. Malgré les soins, Jean-Michel mourra. La polio l'a tué en 3 jours. Aujourd'hui encore, Josette en veut toujours au médecin. Il lui avait déconseillé la vaccination lorsqu'elle a quitté la Belgique. Si on les avait fait, il n'aurait rien eu. Il était vacciné. Voilà. Donc moi je dis, je porte la faute sur les 2 médecins, moi. Et les malheurs de la famille ne s'arrêteront pas là. Le 2e frère, Jean-Paul, restera paralysé. Le 3e, Jean-Jacques, s'en tirera sans séquelles physiques, mais durant toute son enfance, la polio sera là. Mes séquelles à moi, elles sont psychologiques. Elles ne se voient pas. Alors on pense que tout est normal. Non, tout n'est pas normal. Oui, dans ma tête, il y a toujours une souffrance et un trou et un manque. Et je ne sais pas réparer ça. Même autant d'années après? Oui. Petit à petit, le souvenir de ces souffrances s'estompe. La polio a quasi disparu de notre pays. Il n'y a plus de nouveaux cas. On oublie qu'elle a tué. Aujourd'hui, ce n'est plus la maladie qui effraie, c'est la seringue. On craint plus le vaccin qui tourne mal que la maladie. C'est en tout cas l'opinion de nombreux anti-vaccins. Pourquoi les anti-vaccins finissent par craindre davantage le vaccin que la maladie? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour éviter l'injection? C'est ce que nous allons découvrir en rencontrant Hélène. Cette jeune mère craint les effets secondaires des vaccins, asthme, eczéma, paralysie. Elle refuse de voir une quelconque aiguille approcher de son enfant. Le seul problème, c'est qu'à l'entrée en crèche, on lui a demandé de montrer un carnet de vaccination où est né, en ordre. J'avais besoin d'une crèche. J'avais pas le choix, je dois travailler, je suis toute seule. Donc il fallait vraiment que je trouve que... Et la crèche m'avait bien signifié que ces vaccins étaient obligatoires pour l'entrée en crèche. Donc j'ai dû... le médecin était d'accord de me faire l'ordonnance, mais refusait de faire lui le faux. Donc j'ai dû faire moi-même un faux. Maintenant, je dois le refaire. C'est ça, il faut des rappels. Donc, c'est à chaque fois, c'est très lourd hein, de recommencer. Oui. Les vaccins, il y a un risque. Tout le monde le dit, même ceux qui le font. Il y a un risque, il y a un pourcentage. On pourrait peut-être vous dire que vous laissez prendre ce risque par d'autres et que vous tirez uniquement le bénéfice. Ah. Bah, écoutez, alors c'est comme pour tout. Hein. Si on veut manger de la merde... Si on veut prendre des mauvais médicaments, tant pis pour eux. Hein. Ils ont qu'à réfléchir un petit peu. À l'écoute de ce témoignage, un élément nous frappe. C'est celui de l'implication du médecin. Certains d'entre eux sont visiblement prêts à aller très loin pour éviter de vacciner des enfants. Qui sont ces médecins?
Combien sont-ils? Où peut-on les trouver? Certains vont-ils plus loin? Plusieurs témoignages directs nous permettront d'en identifier au moins 5 rien qu'à Bruxelles. Ils sont généralistes ou pédiatres. Ce sont tous des homéopathes. Un seul d'entre eux acceptera de témoigner. Il le fera à visage caché. Écoutez, moi j'ai les tripes qui se retournent quand je dois faire une piqûre à un enfant, en sachant tout ça. Et je n'ai pas envie qu'un enfant ait des effets secondaires graves à cause de moi. Ma conscience me dit qu'il faut faire ça. Parce qu'il faut aussi respecter le désir du parent, qui a cette conscience-là. Et donc, je pense qu'on peut se permettre de le faire, mais bon, il faut avoir confiance dans le patient, on ne peut pas faire ça avec n'importe qui non plus. Ces médecins utilisent tous la même technique pour falsifier le carnet de vaccination ONE de l'enfant. Ils prescrivent le vaccin et envoient le parent l'acheter à la pharmacie. Ils collent ensuite la preuve d'achat dans le carnet de vaccination et signent à côté, comme s'il l'avait injecté. En réalité, ils le jettent à la poubelle. Ça vous est déjà arrivé de remplir un carnet ONE et de ne pas faire le vaccin? Oui. C'est quelque chose que vous faites souvent, ces certificats ou... Non, c'est pas très fréquent. C'est les parents qui vous le demandent? Bah, c'est les parents qui le demandent, ça c'est sûr. Mais ce médecin va encore aller plus loin. Il nous explique qu'il reçoit parfois des familles où la mère d'un enfant est profondément anti-vaccin, mais où le père, lui, veut vacciner. Pour aider la mère à imposer ses idées, il va nous évoquer avec beaucoup d'ambiguïté un étrange stratagème. C'est des choses que j'ai fait de temps à autre, mais qu'est-ce que vous avez fait? Si j'ai fait ça une fois ou deux, c'est beaucoup. Et comment ça se passait? Quel était le scénario, entre guillemets? Bon, on peut faire une piqûre à l'enfant. Et sans mettre le vaccin dedans, c'est aussi possible, mais bon, c'est un peu tordu, quoi. Ça, l'idée m'est venue, mais je pense pas que je l'ai fait. Non, j'ai jamais fait ça. Ça rassure en fait le parent qui est pro-vaccin. Ben oui. Et la phobie du vaccin ne s'arrête pas là. Un scandale a éclaté de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. La chaîne de télévision CBS a découvert sur Facebook d'étranges forums baptisés Pox Party, la fête du bouton. Le principe est simple. Lorsqu'un enfant a par exemple la varicelle, ses parents l'annoncent sur Facebook. Ils invitent ensuite d'autres enfants chez eux pour les contaminer. Ses parents savent qu'un enfant qui a fait la maladie n'a plus aucune raison d'être vacciné. Le problème, c'est que les États-Unis, c'est grand. Ils s'envoient donc par la poste des objets infectés. J'ai reçu la varicelle sous enveloppe avec 2 sucettes et un mouchoir avec des crachats. Le risque est évidemment de contaminer ceux qui portent l'enveloppe et n'ont rien demandé. Mets le tout dans un sac plastique étanche et glisse-le dans une enveloppe. N'indique rien qui puisse évoquer la varicelle. Mais le plus alarmant est ailleurs. On ne s'échange pas que la varicelle sur les Pox Party. Fais passer son message partout. C'est important qu'elle trouve la varicelle, la rougeole, la rubéole et les oreillons rapidement. Il y a 3 mois, le FBI est intervenu. Il a fait fermer plusieurs sites. Faire circuler des agents infectieux par courrier est un crime fédéral aux États-Unis. Pourquoi ces procédés anti-vaccins flirtent-ils avec l'illégalité? Quels arguments poussent ses parents à craindre davantage les vaccins que la maladie? Qui développe et fait connaître ces arguments anti-vaccins? Nous allons rencontrer ceux qui poussent au rejet total du vaccin. En Belgique, Initiative Citoyenne symbolise la lutte anti-vaccin. En 2007, en pleine crise de la grippe A H1N1, ce groupe s'opposait au gouvernement belge qui avait acheté des centaines de milliers de doses d'antigrippe et envisageait de vacciner tout le monde. Initiative Citoyenne contestait cette vaccination généralisée, estimant qu'on exagérait les risques. Finalement, l'épidémie sera très faible. Initiative Citoyenne y gagnera en crédibilité. Aujourd'hui, le combat continue, mais il s'est transformé en rejet de tous les vaccins. Mais je n'aime pas le principe de la roulette russe, donc non.
Mais tu as fait vacciner tes enfants? Mais j'ai fait vacciner mes enfants, mais je commençais à sentir qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Donc... Vaccins d'enfance, quoi. Les vaccins d'enfance, oui. Mais bon, moi, il n'y a plus aucune aiguille qui va me traverser. Avec ce que moi j'ai lu, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers de pages, oui, j'arrive à la conclusion personnelle que les risques sont très sous-estimés et je connais vraiment beaucoup plus de victimes que de gens dont la vie aurait forcément été sauvée par les vaccins. Une fois encore, comme on n'a pas de vraies études contre placebo véritables, on a des données qui sont biaisées à l'échelle collective depuis le début de la vaccination. Mais en tout cas, les risques sont vraiment fort sous-estimés, ça c'est sûr. Je ne pense pas que le vaccin soit vraiment une solution au niveau de système immunitaire, au contraire. Ce type de discours anti-vaccin conduit à un rejet total. Le problème, c'est qu'il peut créer un climat plus que malsain lorsqu'il se greffe sur un drame. En octobre 2011, à Charleroi, Raphaël et Béatrice Cyr-Jacob font vacciner leurs jumelles contre la méningite, l'hépatite B et d'autres maladies encore, dans une consultation de l'ONE, l'Office national de l'enfance. Au bout d'une semaine, la petite Stécie a de la fièvre. Ses parents l'emmènent aux urgences de l'hôpital de Gosselies. 9 heures plus tard, elle décède. Et donc, le vendredi, donc, on s'est présenté à l'hôpital en urgence. Nous, on pensait un petit rhume ou quelque chose comme ça, vu qu'elle était déjà enrhumée auparavant. Donc, on ne s'inquiétait pas trop au départ. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous dites qu'elle a été récemment vaccinée? En arrivant. En arrivant, oui. En arrivant, on les prévient. Voilà, les 2 petites ont été vaccinées. Est-ce que... Et c'est un docteur on l'a confirmé, c'est à lui-même. Donc, on lui a dit, elle a été vaccinée 1 semaine avant. Et il nous a rayonné, il a dit, mais non, c'est pas les vaccins. L'affaire est encore aux mains de la justice, mais le juge refuse une autopsie. Les parents désemparés veulent comprendre de quoi leur fille est morte. L'hôpital évoque une méningite, d'autres médecins un syndrome de Waterhouse. Et le syndrome de Waterhouse peut être provoqué, d'après certains documents que j'ai pu lire, le syndrome de Waterhouse peut être provoqué par le vaccin hépatite B. J'ai téléphoné à GSK pour avoir confirmation. Oui, c'est vrai, monsieur, c'est bien sur la notice. Le syndrome de Waterhouse et méningite. Donc je ne comprends pas pourquoi toutes ces cachotteries... Nous, on va rester dans l'ignorance tout le restant de notre vie s'il continue à faire comme ça. On ne fera jamais notre deuil. Ces parents en pleine détresse se posent à juste titre 1000 questions sur la vaccination. Le discours d'initiative citoyenne les touche au plus haut point. Ils ouvriront une page Facebook pour lancer le débat sur les vaccins. Ils y diront leur peur et leur incompréhension. Mais ils attireront aussi des opposants anti-vaccins bien plus agressifs. Petit à petit, apparaissent des menaces contre l'ONE, l'Office national de l'enfance. Ceux qui ont vacciné Stécie, ceux qui recommandent les vaccins. Très clairement, c'est des phrases de casser l'ONE ou ses responsables, c'est des phrases appelant à l'affrontement et en demandant aux gens de s'inscrire pour venir dans un lieu qui n'est pas encore déterminé, pour affronter les responsables de l'ONE. Les membres de votre personnel qui ont par exemple peur de rentrer chez eux ou peur d'être agressés? De rentrer chez eux, d'être agressés à leur domicile, de venir sur leur lieu de travail. J'ai évoqué la consultation là où la petite Stécie était accueillie, où il y a eu des mots de menaces sur la porte d'entrée. Et donc évidemment, ces travailleurs ont peur de venir sur le lieu de travail. Un autre événement mènera l'attention à son paroxysme. Des discours de plus en plus excessifs se superposent à la douleur légitime des parents. En janvier 2012, un hommage est rendu à Stécie à Bruxelles. L'avocat des parents de Stécie, qui est aussi celui d'Initiative citoyenne, y prendra la parole. Son discours anti-vaccin va atteindre les sommets. Prétendre, lorsqu'un enfant meurt après une vaccination, que c'est une coïncidence, peut-être que prétendre que l'industrie pharmaceutique installée à côté des camps de concentration nazis avait participé au financement de la construction des camps de concentration, par pure coïncidence également peut-être. Est-ce qu'on est prêt en tant qu'administrateur général de l'ONE à devoir répondre à des accusations d'avoir des comportements proches de celui des nazis? On n'est jamais prêt. C'est très difficile à le vivre pour moi, comme je l'ai dit, peut-être encore beaucoup plus pour les agents. Les vaccins sont-ils aussi dangereux que ne le disent ses opposants? Passe-t-on vraiment à côté d'un énorme scandale sanitaire? Nous allons nous intéresser à plusieurs des arguments développés par les anti-vaccins. La polio, les vaccinations en Afrique et avant tout, les effets secondaires des vaccins.
Pour vous, on sous-estime les effets secondaires négatifs des vaccins. Clairement, clairement. Et d'ailleurs, voici la façon dont l'Agence française de sécurité des médicaments représentait en 2007 la sous-notification des effets secondaires des vaccins, à la façon d'un iceberg. Donc ça veut bien dire que la plupart des effets secondaires des vaccins ne sont pas recensés, ne sont jamais rapportés. On estime que seuls 1 à 10% des effets secondaires des médicaments et des vaccins sont rapportés. Donc la majorité n'est jamais rapportée. Dans ces conditions, c'est facile de dire que les vaccins sont très sûrs. Il y a quand même plusieurs études scientifiques qui montrent des effets bénéfiques au fait de contracter dans l'enfance certaines maladies éruptives, comme la rougeole, comme les oreillons. Par exemple, le fait de faire la rougeole est associé à un risque moindre d'asthme, d'allergie. Le fait pour une petite fille de faire les oreillons lui apporte une protection relative contre le cancer de l'ovaire. Ce sont des données que la plupart des médecins ignorent et qui sont pourtant intéressantes, comparativement à la diabolisation de toutes les maladies infantiles. C'est comme la fièvre ou la diarrhée, c'est la preuve que notre corps travaille et a été créé pour s'auto-guérir. Mais qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Il a de la fièvre, pouf, médicament. Oh, il a de la diarrhée, hop, médicament. Mais laissons faire la nature. Il y a une tendance, c'est-à-dire à supprimer finalement tous les symptômes. Quelle est la validité de ces arguments? Nous nous rendons à la clinique du voyage de l'hôpital Bordet à Bruxelles. Ici, on vaccine chaque jour des dizaines de personnes partant pour les pays les plus exotiques. On y a accumulé une grande expertise de la vaccination. Le vaccin peut très rarement tuer en tant que tel, mais le vaccin peut avoir des effets secondaires. Il serait anormal de le nier. Tout médicament, et le vaccin est un médicament, peut prêter à conséquence. La ceinture de sécurité, la majorité des gens vous diront, on est d'accord pour le fait qu'elle sauve beaucoup de personnes. Elle sauve beaucoup de personnes, mais il y a des cas, on est tous témoins dans la presse, de personnes coincées dans leur voiture qui n'ont pas pu échapper à l'incendie, par exemple. Et là, la ceinture de sécurité a, dans certains cas, tué des personnes. Est-ce que c'est pour ça que la ceinture de sécurité est mauvaise? Non. Elle sauve une majorité des gens, même si elle a un effet secondaire de coincer certaines personnes. Et le vaccin, c'est la même chose. Les vaccins seraient en fait victimes de leur succès. Ils auraient éliminé les maladies qui faisaient si peur avant. Et c'est depuis quelques décennies qu'on revoit une augmentation de ces théories qui estiment effectivement que les maladies naturelles ne sont pas très graves, dans un contexte où, de notre point de vue scientifique, on oublie un petit peu ce qui se passait réellement sur le terrain lorsque ces maladies étaient fréquentes. Ces arguments ne touchent pas les anti-vaccins. Elles vont même plus loin encore. On présente souvent les campagnes de vaccination en Afrique comme la preuve que les vaccins sauvent des vies. À leurs yeux, ce n'est pas une solution, ni pour la rougeole, ni pour le tétanos, ni pour la polio. Compte tenu des incertitudes et des manquements en matière d'évaluation de la sécurité des vaccins, nous trouvons inacceptable d'imposer le moindre vaccin. Ce n'est pas parce qu'une maladie est grave que pour autant, rationnellement, ça légitime de facto une obligation. Si les gens disent que il ne faut pas vacciner, il ne faut pas faire des kinés, alors c'est eux qui veulent que le polio est mondé dans le monde. Ricky est le leader d'un groupe de musiciens congolais, les Staff Benda Bilili. Ils viennent de Kinshasa et la moitié d'entre eux ont vu leur corps ravagé par la polio. Ce discours anti-vaccin les révulse. Là maintenant, au moment où nous parlons, maintenant là, le polio est diminué un peu comme ça. Ça reste comme ça. Parce que toutes les générations maintenant commencent à être vaccinées. Vraiment, la polio diminue en Afrique. Mais vas-y, tu vas voir comment les handicapés vivent en Afrique. Ils ne sont pas comme ici. Mais venez, tu vas voir, même chez moi ou chez nous au Congo, il y a des handicapés qui n'ont même pas ça. Ils n'ont même pas des béquilles pour se promener. C'est vraiment difficile. Être handicapé en Afrique. Si il a trouvé une autre méthode de faire marcher les handicapés quand il a un polio, alors il est Dieu, il est Seigneur, alors qu'il fait ça. Pour qu'on ne peut pas prendre des vaccins, il fait marcher les gens, comme ça il est le polio, mais ils disent, ils prient, alors les gens marchent, ça, je suis content. Mais je n'ai pas encore vu ça. Mais vu de Belgique, la réalité africaine ne change rien pour Initiative Citoyenne. Les solutions pour l'Afrique, elle les voit ailleurs.
même si ça part d'un bon sentiment, et on sait que l'enfer est pavé de bons sentiments, je pense quand même que ces gens-là ont besoin d'autre chose que de vaccination. Vraiment. Je pense qu'ils doivent avoir de l'alimentation, ils doivent pouvoir vivre et avoir un avenir, je dirais, lointain et rose, ce qui n'est pas du tout le cas dans ces pays-là. Au lieu d'aller vacciner des populations comme celle-là, apprenons à qu'ils deviennent autonomes au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé. Notre meilleur médicament, c'est notre alimentation. Et ça, je crois que c'est la première chose que les gens doivent savoir. Pour trancher ce débat, nous nous sommes rendus chez des spécialistes de l'aide humanitaire. MSF vaccine des centaines de milliers d'enfants chaque année. Je pense qu'ils doivent avoir de l'alimentation, ils doivent pouvoir vivre et avoir un avenir, je dirais, lointain et rose, ce qui n'est pas du tout le cas dans ces pays-là. Pour ces médecins, l'argument eau et nourriture à la place du vaccin est un raccourci dangereux. Je pense qu'il y a quand même une grosse différence par rapport à nos contextes. Je vois, je pense pas qu'ils sont vraiment... Ils ont vraiment une bonne perception de ce que c'est l'Afrique au niveau vaccination. Donc ils ne peuvent pas aller, comme ici en Belgique, imaginons que quelqu'un dise non, je ne veux pas me faire vacciner contre la rougeole, bien il aura quand même l'opportunité d'aller chez son médecin généraliste dans la salle d'urgence pour se faire soigner. Là-bas, c'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait imaginer une épidémie qui se produirait dans un pays où il n'y aurait pas de problème de malnutrition et pas de problème d'eau? Oui. On a toute France, par exemple. Depuis quelques années. L'année passée, en 2011, il y a eu 15 000 personnes qui ont été touchées par la rougeole en France. Là-dessus, vous avez eu 750 personnes qui ont souffert de pneumonie sévère et il y a eu 6 morts. Or, à ma connaissance, la France n'a pas le même niveau de vie que l'Afrique. La différence d'une génération à l'autre grâce à la vaccination contre la rougeole, même les anciens des villages l'ont constaté eux-mêmes et vont être les premiers à vous expliquer que de leur temps, les enfants tombaient comme des mouches à cause de ces maladies-là et que ce n'est plus le cas actuellement. Mais ce rappel des faits n'arrête pas le discours d'initiative citoyenne qui continue à attaquer ceux qui produisent les vaccins. La puissance des lobbies, c'est toujours cette puissance de ces gens qui dirigent le monde, ils sont quelques-uns. Tout se résume en un mot, c'est l'argent, le pouvoir de l'argent. Ça s'arrête là, et qui va devant la santé en général. Et leur dernier argument est le plus fort. Les médecins ne savent pas ce qu'ils nous injectent. C'est d'une façon générale. Tant que les vaccins ne subissent pas d'évaluation de leur potentiel cancérogène, mutagène et tératogène, comme c'est normalement imposé aux autres médicaments. Tant qu'il n'y aura pas d'analyse pharmacocinétique, c'est-à-dire pour analyser le devenir des composants des vaccins dans l'organisme, tant qu'il n'y aura pas d'analyse des gens vaccinés contre de véritables groupes placebo qui n'auront pas été vaccinés, tant qu'il n'y aura pas d'études des vaccins sur des dizaines et des dizaines d'années, tous les vaccins, quels qu'ils soient, seront et sont expérimentaux. Pour savoir si cette crainte est justifiée, nous nous rendons dans ce laboratoire universitaire soutenu par la région wallonne. Il s'appelle Immune Health. On y teste justement les vaccins. C'est ici qu'on les injecte pour la première fois à des humains. Chaque nouveau vaccin est testé simultanément dans des centaines de labos comme celui-ci, à travers le monde. On ne peut pas se dire que le nombre de personnes qui seront incluses dans ces études est illimité. Mais c'est un nombre extrêmement élevé qui s'échelonne de 10 000 pour certains vaccins à plus de 100 000 pour d'autres vaccins. Donc il faut savoir qu'il y a un nombre considérable de personnes dont les caractéristiques sont comparables à celles chez qui on va utiliser le vaccin, qui ont participé au programme de développement des vaccins. Les employés de ce laboratoire évaluent la réaction du système immunitaire des volontaires. On fait la chasse aux globules blancs et aux anticorps. Et les vaccins qui échouent à ces tests sont abandonnés. Ça se passe très régulièrement dans l'évaluation des médicaments et des vaccins en particulier dans le monde. Effectivement, il y a des vaccins qui sont suffisamment peu prometteurs sur la base des essais de phase 1, typiquement en termes de qualité ou d'amplitude de réponse immunitaire, pour que leur développement soit abandonné. C'est une grande partie des médicaments qui sont, des vaccins qui sont évalués, qui terminent de cette manière-là. Et ce n'est que ceux qui sont les plus prometteurs qui effectivement iront plus loin dans l'évaluation. Pour ces spécialistes, les vaccins utilisés en Belgique ont été largement testés.
l'ensemble des vaccins qui font partie du calendrier de vaccination qui est actuellement recommandé en Belgique, les données dont on dispose sont telles qu'on ne peut plus considérer qu'il s'agit de produits expérimentaux et que l'on doit considérer qu'il s'agit de produits dont le niveau de sécurité est extrêmement élevé et dont le bénéfice dépasse de façon considérable tout risque qui pourrait être associé. Tous ces spécialistes soulignent avec force les bénéfices du vaccin. Quant à ceux qui ont été touchés par la maladie dans leur chair, ils regrettent de ne pas avoir été vaccinés et ne supportent pas les discours rejetant en bloc la vaccination. Pourquoi ces arguments ne font-ils pas mouche? Quel contexte permet à cette peur de se répandre? Quel fait pourrait renforcer ce climat de méfiance? La réponse est claire, les pratiques de l'industrie pharmaceutique. Depuis le début de notre enquête, les firmes pharmaceutiques sont absentes du débat. En Belgique, la plus célèbre de toutes est évidemment GSK. Bienvenue chez GSK Pharmaceuticals. Welcome to GSK Pharmaceuticals. Que pense cette multinationale des arguments des anti-vaccins? Que veut-elle répondre? Nous demanderons une interview. À notre grande surprise, elle nous sera refusée. Pourquoi pareil refus du plus grand fabricant de vaccins d'Europe? Quel est le poids des enjeux purement financiers sur les décisions des firmes pharmaceutiques? Santé et finances font-ils bon ménage? Nous devrons trouver ces réponses nous-mêmes. Initiative citoyenne nous guidera sur Internet vers une vidéo qui va nous éclairer. Nous sommes dans une réunion d'hommes d'affaires du Brabant wallon. L'invité d'honneur est Jean Stéphane, grand patron de GSK il y a 6 mois à peine. Je veux expliquer aux jeunes entrepreneurs quelle était ma stratégie et quels sont les facteurs clés de succès. Et cette réussite totale, Jean Stéphane va l'expliquer avec le sourire. Je dirais que nous avons surpris toute l'industrie en disant, ben voilà, nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevet. Nous avons tous les brevets. Et maintenant, vous les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, mais vous allez devoir négocier avec nous. Dans un premier temps, GSK a acheté partout dans le monde les brevets du vaccin de l'hépatite B. Il est donc devenu en quelque sorte le propriétaire du vaccin. Ce statut de propriétaire a eu un impact immédiat sur ses concurrents. Dorénavant, s'ils veulent eux aussi fabriquer ce vaccin, ils devront payer des droits à GSK. Et Jean Stéphane ne s'est pas arrêté là. Et puis après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés, c'est-à-dire on a mis l'hépatite B avec tous d'autres produits qui n'étaient pas protégés par brevet. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés protégés. Mais donc la stratégie, c'est pas plus compliqué que ça. Dorénavant, à chaque fois que l'hépatite B est présente dans un vaccin combiné, la protection du brevet s'étend à toute la seringue. Les concurrents de GSK sont obligés de payer pour tout le vaccin, même si le brevet ne porte que sur une partie de la seringue. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. La réussite économique est totale, mais un constat s'impose. À aucun moment, il n'est question de santé. Cette démarche purement financière a-t-elle un impact sur les vaccins que nous recevons? Difficile de l'établir clairement. Mais une précision s'impose. En Belgique, depuis quelques années, le principal vaccin combiné injecté au bébé par l'ONE contient automatiquement l'hépatite B. Allez, le deuxième et c'est fini, on prend à ta maman. Contrôler le marché est un point clé de la réussite économique. Mais ça ne suffit pas. Pour vendre, il faut aussi des clients. GSK et les géants de la pharmacie n'hésitent donc pas à déployer des campagnes de pub massives pour leurs vaccins partout dans le monde. La dernière campagne marquante concerne le cancer du col de l'utérus. Nous nous rendons au KCE. Cette administration fédérale évalue l'efficacité des médicaments pour le gouvernement. Le docteur Delatte a analysé en profondeur ce nouveau vaccin. Quel est le marché pour un vaccin comme celui-là? Le marché, en principe, il est gigantesque. C'est la moitié de la population mondiale, c'est les femmes. En 2006-2007, au moment qu'on a fait cette étude, on était submergé par des articles dans la presse qui mettaient en évidence le problème. Et puis venaient bien sûr après les publicités, parce que c'est un gros problème et nous, on a une solution. Donc, et de nouveau, je ne fais pas de reproche, c'est une stratégie de publicité classique.
I decided to protect myself through vaccination. Do it for yourself, do it for your family. No more excuses. Talk to your doctor today. Le problème, c'est que comme toutes les pubs, celles du vaccin contre le cancer du col de l'utérus disent la vérité, mais pas toute la vérité. La protection est loin d'être totale. Il protège dans les souches cancérogènes de l'HPV, il y en a beaucoup. Il protège spécifiquement contre 2 de ces souches carcinogènes, et c'est les plus importants. Mais il en reste d'autres contre lesquels il ne protège pas. Et il y a un autre problème. Ce vaccin rassure les femmes. Si elles arrêtent tout screening, tout dépistage chez le gynéco, la catastrophe n'est pas très loin. Si la vaccination viendrait en plus du screening existant, on estime que ça pourrait réduire de 50%. Mais si, par contre, il y aurait une vaccination totale avec protection à vie, mais plus de screening, on estime que le nombre de cancers du col de l'utérus, ça augmenterait énormément. Donc ça, c'est quand même très important de savoir que ça donne une protection partielle, mais c'est important que ça vienne en plus du screening. Ces processus marketing appliqués au domaine de la santé choquent. Mais on nous répond souvent que vaccins et médicaments sont des produits comme les autres. Ce cynisme mélangé avec le discours des anti-vaccins forme un mélange détonnant. D'autant que les vaccins, comme tout médicament d'ailleurs, ne sont pas sans reproche. Nous poursuivons notre enquête à Paris. Cet homme souffre depuis plusieurs années d'un mal mystérieux. Des symptômes étranges et inattendus ont fait une brutale irruption dans sa vie quelques mois après un vaccin hépatite B. J'ai été vacciné le 19 mai. Le 19 mai l'année d'après, je ne pouvais plus me lever. J'avais trop mal partout. Après une longue errance de médecin en médecin, il aboutira dans le service d'histologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil. On a enfin mis un nom sur sa maladie, la myofasciite à macrophages. Alors, comment ça va? Précisément. Oui. Une douleur, toujours. Oui. Les fatigues. La fatigue qui est toujours là. Vous oubliez des choses? Presque tous les jours. Presque tous les jours. De quelle nature? Oh, des choses bénignes. Comme ça m'est arrivé d'oublier d'aller chercher mon fils à l'école. Là, c'est un peu grave, mais... C'est très handicapant au quotidien? Oui. Et quand vous avez appris que c'était lié au vaccin, comment vous avez réagi? Mon épouse très mal. L'homme qui a diagnostiqué cette maladie, c'est lui, le docteur Gherardi. Il a trouvé dans le bras du patient l'origine de tout. Il s'agit de l'aluminium contenu dans les vaccins. On le voit clairement sur cette coupe du muscle du bras. Donc la lésion qui porte le nom barbare de myofasciite à macrophage est en fait l'accumulation à la périphérie du muscle, donc au niveau du fascia, l'enveloppe du muscle, de ces grandes cellules bleues que vous voyez là, qui sont bleues parce qu'elles contiennent l'hydroxyde d'aluminium, ce que nous n'avons pas compris tout de suite. Et quand on va en microscopie électronique, on s'aperçoit que ces granules, en fait, sont des agglomérats de nanoparticules, de cristaux, en fait, comme des paquets d'épingles. Dans un vaccin, l'aluminium sert d'engrais. Il décuple la réaction de notre corps lorsqu'il entre en contact avec le microbe et améliore l'efficacité du vaccin. Normalement, notre corps l'élimine rapidement après l'injection. Mais le docteur Gherardi a découvert en faisant des tests sur les souris que chez certaines personnes, l'aluminium pouvait au contraire se diffuser dans tout le corps. Le parcours de l'aluminium est long. Après l'injection dans le muscle, il est avalé par les macrophages, les gardiens de notre corps. Il se dirige ensuite vers les ganglions lymphatiques, puis passe dans la circulation sanguine. Au bout d'un an, il pénètre dans le cerveau. Il n'en sortira plus et fera des dégâts irréversibles. Tout le monde ne développera pas ce type de maladie. 1000 personnes sont touchées en France. Malheureusement, la myofasciite serait héréditaire. Le professeur vous a dit que ça pouvait être génétique. Donc,
Le fait de ne pas éliminer l'hydroxyde d'aluminium, le fait que ça se fixe sur les muscles et... Voilà. Donc ça, oui. Apparemment, ça serait génétique. Donc, du fait, on les vaccine pas. Je trouve ça honteux qu'ils peuvent faire au moins un vaccin sans aluminium, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Ça va pas les tuer de faire ça, quoi. Est-il possible de fabriquer des vaccins sans aluminium? Pour répondre à cette question, nous rencontrons le professeur Chérin. Lui aussi soigne des malades souffrant de la myofasciite à macrophages. Il rappelle qu'on s'est très longtemps passé de l'aluminium dans les vaccins. Pourquoi ne revenons-nous pas au phosphate de calcium, qui est un produit tout à fait anodin et très efficace en termes de vaccination? Et puis d'autre part, l'industrie pharmaceutique travaille à d'autres types d'adjuvants. Mais là aussi, en attendant les processus d'étude d'innocuité du produit, ne sera-t-il pas plus simple de revenir à des adjuvants plus simples et dont on connaît l'innocuité? Pourquoi l'industrie pharmaceutique utilise-t-elle en masse l'aluminium? Cet extrait d'un documentaire français va nous aider à tout comprendre. Voici un ancien directeur de la firme Mérieux-Pasteur. Il était là dans les années 80 lorsqu'on a généralisé l'aluminium dans les vaccins. Il évoque les impératifs économiques. Dans une industrie, c'est toujours plus compliqué d'avoir différents produits qu'il faut mélanger, pas mélanger, éviter de mélanger, etc. C'est plus simple d'avoir une ligne unique. Et comme la ligne unique était celle de tous les autres fabricants de vaccins à l'époque, donc c'était un peu normal de se tourner vers l'hydroxyde d'aluminium. Mais ce que ne dit pas ce directeur, c'est qu'il y a aussi un intérêt financier bien plus direct. Ça ne coûte absolument rien. C'est-à-dire qu'on peut acheter une tonne d'hydroxyde d'aluminium pour, je sais pas moi, quelques milliers d'euros. Et face aux millions d'euros en jeu, les 1000 malades de la myofasciite à macrophages ne pèsent pas lourd. Soyons clairs, par rapport aux milliers de millions de doses de vaccins qui sont utilisées dans le monde, ça représente un nombre infime. C'est 3 patients à Créteil ou je sais pas quoi. 1000 patients en France? 1000 patients en France. Qu'on sacrifie. Non, c'est pas qu'on les sacrifie. Je suis en train d'essayer de vous montrer que le tout n'est pas de se concentrer sur le pauvre clochard qui est malheureux, mais qu'il y a aussi le reste de la communauté. Ce mot, clochard, est évidemment insupportable pour ceux qui soignent ces malades. Vous avez l'impression qu'on a affaire là à ce qu'on pourrait appeler les sacrifiés indispensables? Un petit peu, voilà. Je pense que le fait de ne pas les prendre en compte et de créer une omerta peut avoir des effets délétères. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on veut mettre une petite chape de plomb sur un effet secondaire potentiel, la rumeur, surtout au temps d'une époque où la communication est très importante, enfle, et c'est au détriment de l'intérêt quand même des vaccinations pour la population. Vous n'êtes pas anti-vaccin? Absolument pas. C'est vraiment quelque chose d'indispensable qui a permis de guérir ou de prévenir des milliers et des millions de morts, notamment la rougeole, des maladies infectieuses, la rubéole, etc., de par le monde. Mais vous voudriez qu'on n'oublie pas ceux qui en souffrent? Exactement. Et le problème, il est là, c'est pas parce qu'on peut sauver des milliers de gens qu'il ne faut pas prendre en compte la possibilité de patients souffrants, même si cette population est relativement faible par rapport aux bénéfices attendus, mais de souffrant des inconvénients potentiels de ce produit. Mais ce discours diabolisant l'aluminium dérange profondément l'industrie pharmaceutique. Hasard ou pas, quelques jours avant notre interview, le professeur Guérardi a appris que l'État français ne financerait plus ses recherches sur l'aluminium des vaccins. Moi j'ai de la bouteille, ça fait 20 ans que je dirige un laboratoire de recherche. Sur tous les sujets, on a toujours eu tout ce qu'on a voulu. Ce qui nous a d'ailleurs permis de faire ça, parce que si on n'aurait pas eu d'argent par ailleurs, c'était impossible. Sur ce sujet-là, blocage total. Face à ce mépris pour les malades, comment garder confiance? Comment faire le tri entre les vaccins indispensables et ceux qui pourraient nous nuire? Comment éviter de tomber dans un discours radical, rejetant tous les vaccins? Nous allons rencontrer le docteur Herpicom. Il est généraliste à Tavier, près de Liège. Il a fait une très violente réaction à un vaccin contre la grippe, un syndrome de Guillain-Barré qui a paralysé momentanément son côté gauche. Voilà, bon, c'était suite à un vaccin grippe, et j'avoue que je ne me fais plus de vaccin grippe. Mais je me vaccine toujours contre le tétanos.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre pratique médicale de refuser de faire un vaccin? Oui. Il y a un exemple récent, hein, c'est le pandémie, quand il y a eu la grippe H1N1. Là, quelque chose qui est indiqué en cas, effectivement, d'épidémie est une bonne chose, mais quand on voit que les circonstances ne sont plus favorables et que le rapport bénéfice et au contraire coût en termes de santé devient négatif, il n'y a plus aucune raison de le faire. Donc à ce moment-là, oui, j'ai refusé de le faire. Ce docteur ne considère surtout pas les vaccins comme anodins. Pour chaque injection, il pèse le pour et le contre avec le patient. On n'informe pas assez de la raison tout d'abord pour laquelle on vaccine. Parfois, on va vacciner quelqu'un, c'est pour lui, uniquement, pour l'enfant. Parfois, on va vacciner, c'est pas pour lui. La rubéole, on s'en fiche, mais il ne faut pas que la maîtresse qui est enceinte l'attrape. C'est elle qui va être vaccinée. Donc, on va protéger quelqu'un d'autre. Et puis, on va protéger, alors on va essayer d'éradiquer du monde. C'est le vaccin contre la polio, il n'y en a plus chez nous. Bon, ok, très bien. Bon, ce qui n'empêche qu'il y en a encore en Afrique, etc. Et que si on parvient à éradiquer la polio comme on a éradiqué la variole, ben c'est génial. Et donc, chaque fois, c'est des motivations différentes. Et donc, le risque qu'on va faire courir à la personne doit coller à sa propre motivation par rapport à ça aussi. Et je pense qu'on n'est pas Dieu, hein, c'est pas à nous à le décider. Donc là, je pense qu'il faut informer, dire voilà, il y a ça et ça et ça, qu'est-ce que je fais? Mais le docteur Erpicom sait que ces paroles ne convaincront pas tout le monde. Pour lui, le discours des anti-vaccins est au-delà de la science. Où est la foi, où est le fanatisme, la limite chacun a la sienne, je pense. Toujours plus fanatique. La foi de l'autre est toujours fanatique, la sienne pas. Retour ici au centre médical scolaire de Droix pour évoquer cette fois les allergies. Les chiffres sont impressionnants, un Belge sur 3 en souffrirait, mais ce sont les enfants qui en sont les principales victimes, avec des conséquences parfois très importantes pour leur santé et dans leur vie quotidienne. Comment expliquer cette hausse des allergies? Comment vivre au jour le jour son allergie? Ou comment, pourquoi pas, se débarrasser de cette pathologie? Voici tout de suite l'enquête d'Aurélie Didier et Renaud Oyois. Elle s'intitule « Serons-nous bientôt tous allergiques ?» Vin, chocolat, céleri, lait, crustacés, noix ou poissons. Ces aliments ont l'air inoffensifs. Pourtant, ils peuvent vous tuer en provoquant des allergies très graves. Ils ne sont pas les seuls. Pollen et acariens peuvent vous rendre la vie impossible. Ce sont les nouveaux poisons cachés de notre société. Une personne sur 3 en Belgique est allergique et ce nombre augmente sans cesse. L'Organisation mondiale de la santé prédit qu'entre 2030 et 2050, jusqu'à 50% de la population sera allergique dans certains pays. Au cours de notre enquête, nous rencontrerons des personnes qui souffrent d'allergies ou d'intolérance, problèmes au travail, conflits avec l'école, angoisse, difficulté de trouver un spécialiste ou même arnaque. Elles subissent des allergies de plus en plus graves et de plus en plus nombreuses. Alors, allons-nous tous devenir allergiques? Allergique, ça veut dire qu'on va aller à l'hôpital, qu'on fait des piqûres. Ça fait très mal. Très mal. Et après, on va avoir du sang. Kalim a près de 40 allergies respiratoires et alimentaires. Aujourd'hui, les allergies des enfants sont bien plus graves que celles des adultes. Kalim a longtemps souffert d'eczéma. C'est un vrai phénomène dans notre société. Aujourd'hui, un enfant sur 5 a de l'eczéma à cause des allergies. Il est devenu comme un lépreux. Il se grattait à sang de la nuit. On essaye de calmer l'enfant qui se gratte comme ça et qu'on dit non, non, arrête, essayez de le calmer. Ma vie, à un moment donné, était d'un médecin à un autre, d'un hôpital à un autre. Être allergique, c'est un combat quotidien. Voici Emma, elle a des allergies très sévères. Chez elle, il faut tout fabriquer soi-même, y compris les friandises, comme les sucettes. Maman qui l'a fait. Pourquoi? Parce que je suis allergique et parce que souvent dans le caramel, il y a des choses que je peux pas, donc maman l'a fait elle-même. Emma est multi-allergique.
Elle a à peine 12 ans, mais elle a déjà failli mourir 3 fois à cause d'un simple aliment. On fait toujours attention dans la disposition de la table, donc tout ce qu'elle ne peut pas toucher, évidemment, est toujours le plus loin d'elle possible. Le pain, évidemment, tout ce qui est à base de mayonnaise, donc d'œufs, de farine, tout ce qui peut contenir de la farine est éloigné d'Emma. Il y a donc l'organisation drastique, mais aussi les conséquences psychologiques. Avant de m'endormir, je suis chaque fois très agacée parce que j'ai peur qu'il y ait une trace qu'on n'ait pas vue et j'ai peur que pendant que je dors, elle fasse une réaction et que je la sente pas et que je meure en dormant. Donc ça, j'ai un peu peur. Mon angoisse profonde, c'est l'adolescence, avec, je pense déjà au premier petit copain d'Emma. Je l'imagine en soirée, quel est le petit copain qui ne va pas boire un verre de bière? Il peut y avoir une transmission rien qu'avec... Mais oui, bien sûr, oui. Ne fût-ce que l'embrasser, oui, c'est sûr, il peut y avoir une transmission à ce niveau-là, oui, oui. Et un vrai danger. Un vrai danger, tout à fait. Mais ce n'est pas tout. La mère d'Emma, Béatrice, est infirmière. Elle a récemment changé de travail. Elle est aujourd'hui employée dans cette crèche pour être proche de sa fille non-stop. Ici, voici mon bureau de travail. Et alors, par la fenêtre, si vous voulez regarder, vous avez en fait l'école d'Emma qui se trouve juste à côté. Donc en cas de problème? En cas de problème, je suis tout de suite à l'école. En 30 secondes, je suis à l'école. À l'école, l'organisation est rigoureuse. Oui. Emma? Je l'attribue en verbe d'état. Les instituteurs ont tous le numéro de téléphone de la maman d'Emma dans leur GSM. Plus étonnant encore, lors de la dernière classe de neige, la maman les a accompagnés avec tous les repas d'Emma. Tous les repas ont été mis sous vide et là-bas, tout de suite, tout était prêt, toute l'infrastructure était prête. Donc pour tous les repas, la maman sortait les petites pochettes qu'on réchauffait et Emma avait son plat. Kalim a nettement moins de chance qu'Emma avec l'école. Sa mère est en conflit avec la direction. Son fils ne peut pas participer à toutes les activités à cause de ses allergies. La directrice ne veut pas nous répondre. Je ne veux pas. Peut-être faire des déclarations. Si il y a une excursion ou si je ne peux pas l'accompagner, qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'accompagner. Et lorsqu'on me dit ça n'existe pas, moi je dis ça doit pouvoir exister. Pire, la direction refuse que les instituteurs administrent des soins en cas de crise. 5, 6, 7... Pourtant, selon cet allergologue, le premier geste à faire est très simple. Il est à la portée de n'importe quel enfant. Ça s'appelle un stylo d'épipène. Quand on fait une réaction embêtante, alors on fait ce stylo-là. C'est très facile. On enlève le capuchon bleu. La deuxième chose à faire, c'est appuyer la pointe orange sur ta cuisse, là où tu as du muscle. Hop. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On compte jusqu'à 10. Exactement. Cet acte est vraiment à la portée de tout le monde. Donc c'est important vraiment que l'opinion publique, et en particulier les écoles, les professeurs soient informés de la facilité avec laquelle on peut réaliser l'injection de l'adrénaline. Un geste anodin qui peut sauver la vie. Pourtant, l'école de Kalim a peur et refuse de le faire. Si nous, on peut le faire, ils peuvent le faire aussi. On n'a pas de diplôme, on n'a rien. On est juste, voilà, quoi, des frères et sœurs. Et s'il faut réagir, on réagit. Pour moi, c'est non-assistance en personne en danger. Et les décès dus à des allergies se comptent par dizaines. Mais pourquoi tant de personnes ont-elles des allergies? Notre manière de vivre est au cœur de la problématique. On estime que probablement c'est dû à un changement dans notre mode de vie, dit industrialisé, avec notamment un manque d'exposition à certaines bactéries favorables dans les premiers mois de la vie. Les causes des allergies sont multiples, impossible d'y échapper dans notre vie moderne. Et ces causes sont parfois totalement inattendues. Première raison, il y a de plus en plus d'additifs, des colorants ou des conservateurs dans les produits de la vie courante. En dermatologie, ici à l'hôpital Saint-Luc, on fait des patch tests. Sur la peau, on applique des allergènes qui déclenchent des réactions allergiques. Puis on observe le résultat. Et des allergiques, on en voit de plus en plus ici. C'est le cas de cette dame. Elle a vécu une expérience dramatique avec une coloration pour cheveux. Oh là là, ça a sointé en fait à ce moment-là. Ah, oui. Donc vous êtes vraiment bien allergique à la PPD. Hein.
C'est devenu un poison pour vous. Aline est devenue allergique à la PPD ou paraphénylendiamine, un additif pour teinture capillaire. En quelque sorte, on a reproduit sur 1 cm² de votre dos la réaction que vous avez eue sur votre visage et sur votre cuir chevelu. C'est vraiment impressionnant. C'est d'autant plus étonnant qu'elle se colorait les cheveux depuis des années. Le problème est arrivé quand elle a testé une nouvelle teinture très connue, élue produit de l'année 2012. Il vous suffit de mélanger les deux liquides, d'appuyer pour faire mousser et d'appliquer sur cheveux secs. En quelques heures, voilà malheureusement ce que cela a donné chez elle. Les yeux gonflés, la tête gonflée, le cuir chevelu plein d'eau, les oreilles brûlées, plus de peau sur les oreilles. Ça descendait au cou. Aux urgences, on m'a dit que j'avais failli avoir une embolie pulmonaire. Donc sur 24 heures de temps, on peut mourir. Malheureusement, c'est un problème vraiment fréquent. Ce qui vous arrive, on voit des gens comme vous toutes les semaines. Le fabricant n'a pas voulu donner d'interview. Il affirme par écrit que ces produits sont évalués par rapport au risque potentiel d'allergie. Pratiquement toutes les colorations disponibles sur le marché contiennent de la paraphénylendiamine. Donc il faut en trouver sans paraphénylendiamine, mais qui malheureusement souvent sont un petit peu moins satisfaisants d'un point de vue cosmétique. Presque toutes les colorations respectent les doses maximales en PPD autorisées en Europe. Problème, certaines les dépassent et deviennent particulièrement dangereuses. C'est le cas de cette teinture, Royal Henna. Elle a été retirée de la vente en France. En caméra cachée, nous avons vérifié si c'était aussi le cas en Belgique. Est-ce que vous avez du henné? Ce produit est bien vendu dans certains magasins spécialisés alors qu'il devrait être interdit. Nous avons fait réaliser des analyses en laboratoire. Il contient 13,7% de PPD au lieu des 6% autorisés. C'est donc bien un produit illégal. Mais le problème de la PPD n'est qu'un exemple. Les substances dans les cosmétiques, interdites ou autorisées, chimiques ou naturelles, provoquent de plus en plus d'allergies. Deuxième cause des allergies, l'alimentation. Ce phénomène inquiète car il explose depuis quelques années. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est la maman d'Emma. Dites, je vous téléphone en fait pour vous passer une commande pour demain matin, est-ce que c'est possible ? Avec Emma, impossible d'improviser l'achat de la viande ou de la charcuterie. À chaque fois, Béatrice doit appeler le boucher la veille. D'accord, vous savez me préparer tout avant d'utiliser les machines alors, comme d'habitude. Eh bien ça va, à demain, merci beaucoup à monsieur. Le lendemain, elle va à la boucherie. Sa commande a été préparée le matin avant toutes les autres. Bonjour monsieur, je viens chercher la commande que j'ai passée hier soir. Je vais la chercher de suite. Gentil. Car même une très petite trace d'un autre aliment pourrait être fatale pour Emma. C'est vous qui l'avez préparé, oui, ça, ce matin. Et ça a été fait avant que les machines... D'accord. Comme les machines ont été nettoyées, désinfectées la veille, on est sûr qu'il n'y aurait pas un résidu qui pourrait poser un problème si on fait ça en plein milieu de la journée. Malheureusement, cela ne se passe pas toujours aussi bien. Les aliments en vrac à la boucherie ou à la boulangerie ne sont pas étiquetés. Ce n'est pas obligatoire. En caméra cachée, nous avons pu constater les dangers de cette situation. Par exemple, le boucher lui-même ne sait pas toujours s'il y a du soja dans la viande panée. Or, c'est un allergène qui peut être mortel. J'ai une petite question, monsieur. Nous sommes allés acheter le même produit dans 2 boucheries de la même chaîne de magasins. Une escalope de dinde panée. Première boucherie. Il y a du soja là-dedans. Dans la viande ici. Vous avez pris une escalope de dinde panée? Oui. Ça, y a pas. Deuxième boucherie. J'ai du gluten, soja et lait. D'accord, donc il y a du soja. Le danger est là. Le premier boucher a vendu une viande avec du soja sans le savoir. Il peut mettre la vie d'un allergique en danger. La fiabilité des boucheries et des boulangeries a été analysée par Testachat et l'Association de prévention des allergies. Le résultat de leur enquête est étonnant.
Les bouchers qui avaient dit qu'il n'y avait aucun allergène, on a quand même testé en laboratoire et ils ont constaté qu'il y avait 1/5 de ces viandes qui contenaient du soja dans la panure. Donc c'est quand même important et ça pourrait quand même mettre la vie en danger de certaines personnes par ignorance. Donc il y a parfois du soja dans les panures, mais on peut aussi retrouver du lait dans le jambon. Et difficile de le vérifier. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me dire la composition de votre jambon? Vous savez me certifier qu'il n'y a pas de lait dedans? Là, je ne peux pas vous le certifier. Là, vous ne pouvez pas le certifier. Je ne suis pas sûr. D'accord. Mais normalement, quand vous recevez les jambons donc, entiers, vous avez quand même autour de l'enveloppe l'explication. Oui. C'est un plus pour vous aussi de connaître bien la composition de vos articles. Je vais pas demander, oui, absolument. Un tout grand merci et une bonne journée. Merci, bonne journée. Les étiquettes sur les aliments en vrac ne seront obligatoires qu'en 2014. D'ici là, aucune solution en vue. Mais les étiquettes ne résolvent pas tout. Lou en sait quelque chose. Elle est multi-allergique. Depuis sa naissance, sa maman note tout son parcours d'allergique dans ce carnet. Récemment, Lou est passée à côté d'un véritable danger à cause d'un simple problème d'emballage. Un jour, j'ai acheté un paquet de biscuits. C'était un paquet de biscuits que Lou mangeait déjà depuis quelques mois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une couleur qui avait un petit peu changé sur l'emballage. Et donc, je me suis rendu compte que dans les ingrédients, ils avaient rajouté des œufs et ce n'était pas du tout indiqué. Il n'y avait pas écrit « nouvelle recette » sur l'emballage. C'est dangereux, ça. Donc, c'est très dangereux parce que j'ai pu prendre justement les biscuits avant que Lou les mette en bouche, mais ça aurait pu avoir des conséquences vraiment dramatiques. Les étiquettes sont loin d'être toujours fiables, et ce, malgré les contrôles réguliers de l'Agence fédérale de sécurité de la chaîne alimentaire. Tu as déjà une idée de ce que tu veux prendre comme échantillon? Des biscuits avec du chocolat. Alors, je veux les entiers, insuffiants. Il n'y a rien indiqué par rapport au frais à coque. Inquiétant, les analyses en laboratoire révèlent qu'un produit sur 200 contient un allergène alors que ce n'est pas indiqué. Et plus courant encore, dans 7% des cas, l'allergène est mal renseigné. Quel genre d'infraction on a? Soit une mauvaise adaptation de la recette, donc la recette a été adaptée et l'opérateur n'a pas adapté son étiquetage, ou une farine qui est présente sans indiquer clairement qu'elle contient du gluten ou du soja. Le fabricant risque alors des sanctions. L'AFSCA peut même aller en justice. Mais plus étonnant encore, malgré ces précautions, personne aujourd'hui n'est à l'abri. De plus en plus d'adultes et de seniors deviennent allergiques du jour au lendemain sans raison apparente. C'est le cas de cet homme. Lors d'un voyage à Berlin, il a commandé des gambas au restaurant, un plat qu'il mangeait très souvent. C'était très bon. Et puis tout à coup, j'ai commencé à avoir des problèmes de renvoi, d'érection. Sans le savoir, Baudouin était devenu allergique aux gambas. Des problèmes de chatouille dans les mains, dans les pieds, et sentir un certain étouffement. Son visage avait doublé et sa voix, c'était quelque chose d'extraordinaire, enfin pas d'extraordinaire, mais de bizarre. Sa voix était devenue hyper grave. Pour de simples gambas, vous avez failli mourir. Ah oui, j'étais dans un autre monde, je me sentais partir, si vous voulez. L'ambulance est arrivée directement, j'ai été pris en charge par une excellente équipe médicale. Et voilà, mais ça va vite. Pourquoi les personnes âgées développent-elles soudainement des allergies? Pourquoi les enfants contractent-ils des réactions de plus en plus sévères? Serions-nous trop propres? C'est la théorie de l'hyper-hygiénisme. Notre mode de vie occidental et industrialisé nous rend allergiques, selon ce spécialiste. La preuve, les enfants nés en ville sont plus allergiques que les enfants nés à la campagne et dans les fermes. Il a été montré qu'en fait, cette différence est probablement liée à des bactéries, on peut appeler positives, de bonnes bactéries présentes dans l'environnement rural et dont certaines toxines peuvent stimuler le système immunitaire pour
l'éviter de devenir allergique. Et ça, c'est probablement important dans les 6 premiers mois de la vie. Voilà les causes, des univers aseptisés, avec une médecine de plus en plus préventive. Je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait positives. Par exemple, on vaccine beaucoup plus. Je ne vous dirai jamais qu'il ne faut pas vacciner vos enfants, au contraire. Mais c'est sans doute un facteur explicatif de l'augmentation du nombre d'allergies. La pollution dans les maisons aggrave encore la situation. Pour mieux comprendre le problème, nous avons proposé à la maman de Kalim de faire réaliser des analyses de la qualité de l'air chez elle. On ne le sait pas toujours, mais l'intérieur des maisons est très pollué. Qui est en enfilade, Lola, Amel, et ici est la chambre de Mathilde. Et cette chambre avait beaucoup d'humidité. Il n'y a pas de fenêtre. Elle a donc placé 2 bouches d'aération. J'ai fait avec mes moyens, mes possibilités. C'est déjà mieux. C'est beaucoup mieux, oui, puisque le plafonnage ne tombe plus. Et les taches qui persistent là, vous les nettoyez de temps en temps? Bien sûr. L'équipe déballe tout un arsenal pour analyser les allergènes. Moisissures, poussière et acariens. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs éléments peuvent aggraver les allergies. Il y a toute une série de substances qui se concentrent dans l'habitat. Le fait d'utiliser quotidiennement des produits d'entretien, de cuisiner, d'utiliser des solvants, ça va se concentrer dans l'air. Et les personnes qui sont déjà sensibles à la base risquent de développer des problèmes plus sérieux. Les produits chimiques se trouvent partout, dans les meubles en contreplaqué, l'isolation, les désodorisants, les anti-moustiques ou encore la fumée de tabac. L'humidité peut également aggraver les allergies. Et malheureusement, dans le cas d'une location, aucune loi ne protège les allergiques. Les besoins particuliers d'une personne allergique font qu'un logement doit répondre à des normes particulières et on ne peut pas obliger son propriétaire à adapter vraiment ces normes à la personne allergique. Par exemple, si on a de la moquette dans son logement, on ne peut pas obliger le propriétaire à enlever cette moquette parce qu'on est allergique. Enfin, la pollution extérieure est un facteur aggravant dans les allergies respiratoires. L'allergie est une maladie invisible selon Isabelle. Elle a surtout des allergies respiratoires. Elle en souffre d'autant plus que son entourage ne la prend pas toujours au sérieux. Or, ses problèmes respiratoires empirent avec les années. Son sommeil est souvent perturbé. Si j'ai du mal à m'endormir, je descends et je m'installe dans le canapé avec une compresse froide sur le visage ou dans le cou pour un peu calmer les démangeaisons. Et vous devez dormir assise? Je dois dormir assise pour arriver à respirer. J'ai l'impression de me noyer. C'est vraiment la sensation de chercher l'air. Quand vous êtes couchée? Quand je suis couchée, oui. Elle est arrivée à un stade où certains médicaments ne fonctionnent plus. Les antihistaminiques n'aident plus parce que je suis passée en stade de rhinite chronique allergique, inflammatoire. Donc tout et n'importe quoi va provoquer la réaction allergique chez moi. Donc là, on est plutôt parti sur un traitement avec des corticoïdes locaux. Pour elle, aucune échappatoire possible, les pollens sont partout. Et c'est bien la pollution aux particules fines de diesel qui aggrave le problème. On a des démonstrations par des modèles animaux que la fabrication des anticorps allergiques peut être stimulée par les particules de petite dimension émanant notamment des véhicules diesel. Donc je pense que ce qu'il faut éviter, c'est plutôt prendre des décisions au niveau urbanisme et éviter qu'on mette des habitations à logements multiples au ras des autoroutes, comme malheureusement ça se voit encore. Et ce n'est pas tout. Le réchauffement climatique allonge les saisons des pollens, augmente la productivité des plantes en pollen et amène de nouvelles espèces allergisantes. Les causes des allergies sont donc multiples. Le nombre de personnes touchées augmente sans cesse. Malgré cela, il est de plus en plus difficile de trouver un rendez-vous rapidement chez un allergologue.
Nous sommes ici dans le service de pneumologie, au sein du centre de l'allergie des cliniques Saint-Luc, où les patients ont attendu souvent longtemps leur rendez-vous. Pourquoi il n'y a pas assez d'allergologues ici? Il y a effectivement malheureusement un manque d'allergologues en Belgique. Pour quelle raison? C'est une spécialité qui n'est en fait pas reconnue dans notre pays, notamment par l'INAMI. La spécialité n'est pas reconnue alors qu'un Belge sur 3 est allergique et les patients ne savent pas toujours vers qui se diriger. Cette dame en a fait les frais. Elle est passée de spécialiste en spécialiste. Or, certains ont recours à des méthodes non reconnues par le milieu hospitalier. Ils utilisent des prises de sang. Elles sont faites par des laboratoires privés. Elles sont censées révéler rapidement et facilement la liste des allergies ou intolérances. Directement, on m'a dit, Madame, vous êtes interdite, intolérante au gluten, au lactose et encore un bon nombre d'autres aliments. Le traitement lui a coûté plusieurs centaines d'euros. Elle a dû prendre des compléments alimentaires très chers. Alors, comment ça va? Et les tests sanguins qu'elle a réalisés ne serviraient à rien, selon cet allergologue. L'intolérance ne se diagnostique absolument pas par une prise de sang. Malheureusement, les analyses biologiques que vous avez faites précédemment et qui ont été répétées n'ont aucun intérêt thérapeutique ni diagnostique. Cette spécialiste de l'hôpital Saint-Luc est catégorique. Elle va d'ailleurs vérifier si la patiente est allergique aux aliments qui lui avaient été interdits précédemment. Cela se fait par ces tests reconnus scientifiquement. C'est juste. Ici, ce sont des tests alimentaires, donc ce ne sont que des aliments que je place au contact de votre peau, dans lesquels on va retrouver la farine de froment, seigle, gluten, lait de vache, lait de soja. Voilà. Donc on se revoit jeudi soir. Ok, d'accord. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Plusieurs analyses et consultations ont été nécessaires pour établir un bilan. La réalisation du diagnostic est longue et minutieuse. 48 heures après les tests cutanés, voici les résultats. Donc il n'y a aucune réaction significative, tout est négatif. Après tout le bilan qu'on a réalisé chez cette patiente, on n'a pas d'argument actuellement pour lui imposer autre chose qu'une restriction dans sa consommation de lactose. On est bien loin du régime qu'elle s'était efforcée de suivre pendant 2 ans, sans gluten. Un régime sans gluten conseillé par un médecin ou interdiction d'une longue liste d'aliments recommandés par un nutritionniste. Œufs, amandes, noisettes, mandarines, bananes, pamplemousse, tout ce qui est épices rouges, asperges, brocolis, pêche, chou blanc, chou blanc. Je ne peux pas m'imaginer que je suis allergique et intolérante à tout ça. Aujourd'hui, je me sens vraiment plus que dupée. Nous décidons de contacter le laboratoire qui a réalisé les tests sanguins, mais il ne nous a pas donné d'interview, malgré nos demandes répétées. Par contre, nous prenons rendez-vous avec le médecin qui avait diagnostiqué une intolérance au gluten. Il a recours aux tests sanguins. Voici comment il se justifie. Personne n'oblige le patient à consulter, personne n'oblige le patient à suivre un régime alimentaire, personne n'oblige le patient à acheter des compléments alimentaires. Vous le conseillez quand même? Si le patient demande un avis, je donne mon avis. Donc il vous faut confiance. Mais ils font confiance sur base de quoi? Je ne fais pas de publicité. Ce généraliste se base sur certaines études, mais elles sont très controversées dans le milieu médical. Mais il y a le camp, si vous voulez, de l'allergologie classique qui est résistante à toute l'évolution dans cette optique, malgré une évolution réelle au niveau des publications scientifiques. Et donc il y a une espèce de résistance là. La réalisation de ces tests est effectivement une forme probablement d'arnaque. Malheureusement, dans ce cas-ci, je pense que ce sont des tests qui n'ont pas lieu d'être et qui ne sont pas reconnus scientifiquement. Donc ils devraient, pour l'instant, finalement, probablement ne plus être pratiqués dans notre pays. Et comment se fait-il que tant de personnes ont recours à ces tests? Alors, parce que je dirais que ça fait bien de dire je suis allée chez tel médecin et on m'a fait une analyse qui m'a coûté très cher et donc je suis intolérante à plein de choses et surtout je dois suivre un régime extrêmement compliqué
vous rendez compte l'impact que ça a sur ma famille. Ils vont devoir prendre soin de moi. Et donc c'est un contexte psychologique qui est entretenu artificiellement. Imaginez qu'il y a des personnes beaucoup plus jeunes qui tombent dans ce traquenard. Et là, lorsque ce type d'alimentation est prescrit alors que l'adolescence n'est pas terminée, les conséquences sont dramatiques. Quand les allergies sont bien détectées, les solutions sont loin d'être simples. Nous prenons la route vers le sud de Paris. Voici les terres d'une société qui invente des vaccins. Cette étrange machine constitue l'espoir de centaines d'allergiques qui veulent se désensibiliser au pollen. Ici, nous cultivons en fait 5 différentes espèces de pollen, de graminées, et nous les récoltons avec cet équipement que vous voyez juste derrière moi, qui est une écomonde. Une machine qui va permettre d'aspirer le pollen et de pouvoir les extraire un à un. La société est en pleine expansion. Ici, le pollen brut est extrêmement purifié par des procédés gardés secrets. Ils permettent de fabriquer les vaccins pour des allergiques partout dans le monde. Malheureusement, en Belgique, le traitement reste très cher. Le coût du traitement est d'environ 500 €, ce qui fait un coût cumulé sur les 3 années de traitement d'environ 1 500 €. Donc il faut savoir qu'en Belgique, on est dans un cas un peu particulier où le traitement n'est pas remboursé, alors que dans les autres pays européens, le traitement est le plus souvent remboursé, parfois jusqu'à 100%. Le vaccin n'est pas remboursé alors que le nombre d'allergiques augmente sans cesse. Et si rien n'est fait, demain notre société risque de devenir complètement allergique. Il est temps que les autorités réalisent que les allergies de toutes sortes deviennent un véritable problème de santé publique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme de coutume, vous retrouverez la suite du débat de questions à la une dans les pages polémiques du journal Le Soir, demain jeudi. Moi, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une enquête consacrée au business des régimes amincissants. D'ici là, portez-vous bien.